Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Champ visuel. Collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peintures, photographies, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Sarah Le Perchet, L'esthétique de la maladresse au cinéma 2011. Marguerite Chabrol, Alain Kleinberger, Le Cercle Rouge, lecture croisée 2011. Franck Lafont, Cauchemar italien. Le cinéma fantastique, volume 1, 2011. Franck Lafont, Cauchemar italien. Le cinéma horrifique, volume 2, 2011. Laurent Desbois, La renaissance du cinéma brésilien 1970 à 2000, La complainte du Phénix 2010. Laurent Desbois, L'Odyssée du cinéma brésilien 1940 à 1970, Les rêves d'Icare 2010. Guy Gauthier, Géographie sentimentale du documentaire 2010. Stéphanie Varela, La peinture animée. Essai sur Émile Reynaud, 1844 à 1918, 2010. Éric Schmulevitch, Yvan le Terrible de S.M. Eisenstein. Chronique d'un tournage, 1941 à 1946, 2010. David Buxton, Les séries de télévision, Forme, idéologie et mode de production 2010. Corinne Vuillaume, Sorcier et sorcière à l'écran 2010. Éric Bonnefille, Raymond Bernard, Fresques et miniatures 2010. Marie-Jo Pierronmoinel, Modernité et documentaire. Une mise en cause de la représentation 2010. Cécile Saurin, Pratique de la parodie et du pastiche au cinéma 2010. Daniel Weil, Souffle et matière 2010. Delphine Robicdiaz, L'art de représenter un engagement personnel, 2010. Frédéric Calcagno-Tristan, L'image dans la science, 2010. Marguerite Chabrol, Alain Kleinberger, Casque d'or, lecture croisée, 2010. Jean Foubert, L'art audiovisuel de David Lynch, 2009. Geneviève Cornu, L'art n'est pas un langage. La rupture créative, 2009. Yves Hureau, Pauline Carton, Itinéraire d'une actrice éclectique 2009. Bernard Lecomte, La télé en jeu X 2009. Gilles Remillet, Ethno-cinématographie du travail ouvrier 2009. Jean-Paul Aubert, L'école de Barcelone. Un cinéma d'avant-garde en Espagne sous le franquisme 2009. Thibaut Garcia, Qu'est-ce que le virtuel au cinéma 2009. Yannick Moren, Filmer la création cinématographique. Le film Art poétique 2009. Quoi que je dise. Il n'y a jamais dans ma personne que tous. Les mots qui vont me ressusciter, 1. Valère Novarina. La tyrannie du visible. Fait de nous des aveugles. L'éclat du verbe. Perce la nuit du monde, 2. Christian Bobin. Prologue. Nos sens nous abusent-ils ou abusons-nous d'eux ? Souvent nous prêtons à la vision ce qui ressort de l'audition, croyant avoir vu la chose entendue, ou l'inverse. La diversité des témoignages rapportant un même événement confirme la diversité des perceptions. Dans quel déplacement d'un sens à l'autre s'effectue la substitution des sensations et leur attribution ? Comment s'opère ce mouvement de transfert ? Pourquoi nous prêtons-nous à ce processus, souvent inaperçu ? Habitude, inattention, compensation ? Cette confusion des sens est particulièrement effective dans les œuvres de Jean-Luc Godard dont, pour nombre de spectateurs, l'icône masque la réalité sonore qui demeure inentendue, inouïe. Révéler et démontrer cette confusion ou cette surdité permettra peut-être d'en découvrir les raisons historiques, culturelles, physiologiques ou leur combinaison. Elle permettra surtout d'en démarquer les deux matières expressives et d'établir ce qui relève de l'acoustique dans l'œuvre du cinéaste. La première partie est consacrée à l'historicité du cinématographe, embrassée dans toute sa durée,
et a rappelé qu'il fut dès l'origine constitué d'une composante sonore. C'est dans cette continuité que s'inscrit l'œuvre de Jean-Luc Godard, considérée dès ses prémices, littéraire avant d'être cinématographique. La seconde partie est celle de l'écoute des œuvres cinématographiques du cinéaste. Elle permettra d'établir la réalité de cette composante sonore, autant que celle de sa relation à la matière iconique. Pour une lecture aisée de l'analyse de chaque œuvre écoutée, il en est d'abord proposé une synthèse rapide, suivie du relevé détaillé de l'écoute. La fiche d'écoute à laquelle se réfère l'analyse est présentée en annexe. La matière sonore dans le récit cinématographique est caractérisée dans la dernière partie de la démonstration. L'auteur y qualifie ses emplois et ses utilisations. Cette différenciation, apparue nécessaire durant l'étude des œuvres, définit d'une part la manière d'user de la matière sonore et d'autre part les fins auxquelles elle est utilisée. Cette démonstration ne saurait s'achever sans une réflexion sur la forme du cinéma acoustique que Jean-Luc Godard préfigure ou annonce. Introduction. Jean-Luc Godard, cinéaste, a suscité l'attention, l'interrogation, l'intérêt, l'enthousiasme ou la détestation des critiques, littérateurs, philosophes universitaires 3, journalistes, de ses confrères cinéastes 4, des spectateurs spécialistes ou occasionnels de ses films. Il a été qualifié par certains de ceux-là tout à la fois ou tour à tour, comme un cinéaste écrivain 5, cinéaste peintre 6, cinéaste philosophe, cinéaste historien, cinéaste sociologue, poète, artiste 7. Il a suscité l'apparition d'un néologisme, CE accent aigu du Godard 8, qui à défaut de ne rien expliquer, pourrait permettre par facilité ou paresse, de rassembler sous sa vacuité les questions que suscitent les multiples aspects de son travail. Sans doute Jean-Luc Godard, individu singulier, est-il pour partie un peu de tout cela à la fois. Ces appellations caractérisent chacune un aspect de son travail sur lequel elles forcent l'attention. Celle de cinéaste acousticien, que nous proposons, affirme la matière sonore comme moyen d'expression qui modèle le style et l'esthétique de son cinéma. Le champ de l'acoustique recouvre la production, la propagation et la perception des sons. 9. Au cinéma, l'acoustique inclut toute la chaîne sonore qui commence dès la création et l'enregistrement, se poursuit par la diffusion et s'achève par la perception sonore. Cette appellation nous paraît la plus appropriée. Elle définit la part active du praticien du son, dans l'élaboration de la matière sonore de ses œuvres. Sans remettre en cause les autres qualifications précitées, elles ont toute leur validité. Nous voulons par cet ajout préciser le soin particulier et personnel que le cinéaste a porté et continue à porter à la matière sonore de ses créations. Nous voulons également mettre en évidence la place souvent prépondérante que cette matière sonore occupe dans son expression cinématographique. La matière sonore, étudiée œuvre par œuvre, révèle des choix particuliers qui confèrent à chacune d'elles un statut propre dans le cheminement créatif de Jean-Luc Godard. Considérées toutes ensemble, elles construisent une œuvre dont l'expression sonore, avant la matière iconique ou avec elle, accomplit les qualités artistiques, esthétiques, politiques, historiques, voire philosophiques. La matière sonore effectue les œuvres et les achève dans leur forme et leur intention. Cette appellation cinéaste acousticien peut surprendre, crisper certains. Elle choquera ceux qui réduisent le cinéma à sa seule expression iconographique. Elle étonnera par son radicalisme ceux qui perçoivent les films, œuvres audiovisuelles, d'abord par leur iconographie, indifférents au sonore qui ne peut que la servir ensuite plus ou moins bien. À cela, nous allons démontrer la justesse de l'appellation que nous proposons. Les audiospectateurs véritables, ceux qui écoutent et voient les œuvres cinématographiques, étudient, analysent ou travaillent sur leur matière sonore, très minoritaire. Le déficit des travaux publiés sur ce sujet en rapport à ceux qui traitent de la matière visuelle est éloquent seront renforcés dans leur démarche. Faut-il rappeler que le cinématographe ne fut jamais silencieux ? Il fut dès ses débuts un médium sonore. Muet, il scandait son récit par le montage, exposait les titres, intertitres, sous-titres et les dialogues à la lecture des spectateurs. Bonimenteur et musicien l'accompagnaient, enrichissant la présentation. L'enregistrement sonore lui est antérieur, et les dispositifs de sonorisation furent sans cesse expérimentés dès son apparition. Pour une grande part, les difficultés techniques furent liées à la synchronisation de la voix et à l'économie du cinéma. Ainsi,
le cinématographe employa toujours les bruits, les voix et la musique pour compléter l'image du mouvement projeté sur les écrans. L'importance de cette matière sonore, et plus particulièrement la musique, utile pour parfaire l'état d'illusion, parfaire donc la perception cinématographique, fut avérée dès les premières présentations. Considérée comme une évidente nécessité, elle s'installa définitivement dans le dispositif de présentation cinématographique. Prémisse des choix ultérieurs, les premiers courts-métrages de Jean-Luc Godard, Tous les garçons s'appellent Patrick 1957, Charlotte et son Jules 1958, Une histoire d'eau 1958, donnent à entendre déjà quelques-uns des procédés qu'il reprendra, sans cesse travailler pour faire de la matière sonore la part expressive et signifiante de son cinéma. Dans ces trois œuvres, le monologue et la citation sont là, déjà, pleinement utilisés. La dispute également, qui deviendra si caractéristique. À bout de souffle additionne les usages divers, comme souvent les premières réalisations qui pêchent par excès de désir, pour affirmer des envies contenues trop longtemps. Véritable laboratoire, le long-métrage cumule essais, expérience et innovation. Tenter de synthétiser, œuvre par œuvre, une thématique ou une forme sonore est une approche qui conduit à négliger nombre d'éléments importants. Mais l'exercice, pour schématique et incomplet qu'il soit, permet un aperçu ou plutôt une entente, une écoute d'ensemble. Nous pourrions décliner ainsi pour chacune des œuvres que nous allons étudier, une thématique principale. La première, À bout de souffle, 1959, est un exercice du jeu de la parole, omniprésente. Le petit soldat, 1960, explore toutes les positions du narrateur, Le mépris, 1963, et l'expression orale des cultures du monde, Alphaville 1965, alerte sur la perte des mots et du langage, Pierrot le Fou 1965, reprend le cheminement d'un poète, d'un Rimbaud contemporain, Masculin-féminin 1966, offre l'écoute des apostrophes. Interview contradictoire, Made in USA 1967, est un impossible dialogue de vivant à propos d'un mort. Passion 1981, parcourt les voies parallèles d'une recherche de sens, Nouvelle Vague 1990 par un complexe jeu de dialogue entrecroisé, revient de multiples façons, aux origines, au début, à la parole omniprésente de discours multiples. Nous pourrions poursuivre l'exercice en ajoutant d'autres réalisations hors de notre corpus. Une femme est une femme 1961, comédie musicale qui joue des mots et en explore le sens, Hélas pour moi 1993, Dialogue d'un couple, initié par le truchement d'une intervention extérieure, Notre musique, 2004, dont le titre énonce l'intention, celle d'entendre le perpétuel son de la violence humaine. Pour achever ce tour d'écoute ou d'audition, équivalent acoustique du tour d'horizon visuel, Histoires du cinéma, essai cinématographique sur le cinéma dont le travail réalisé sur la matière sonore présente une forme très aboutie, est l'accomplissement d'années de recherche, d'expérimentation, de tentatives et de risques. Comment ne pas penser à une œuvre conclusive? La thématique majeure que dégage ce rapide coup d'oreille sur cette œuvre protéiforme est celle de la difficulté des humains à communiquer, pour de multiples raisons, à s'entendre et se comprendre. Jean-Luc Godard rend cette difficulté plus efficacement sensible par le recours à la matière sonore. Définie par la combinaison de la voix humaine, de la musique, des bruits et des écrits, l'acoustique ou matière sonore, d'œuvre en œuvre, s'est densifiée ou complexifiée, elle s'est également spécialisée. La thèse développée ici propose de démontrer que la matière sonore est pour Jean-Luc Godard la première matière signifiante de ses œuvres, avant la matière iconique. Comment établir cette prépondérance? Comment établir que c'est principalement par le sonore que le cinéaste, dans ses œuvres, institue du sens, exprime des idées, transmet ses intentions, discours, élabore un récit? L'entreprise est ardue car il n'existe pas d'outil conceptuel permettant d'établir de manière certaine l'équivalence ou la prévalence de l'une des deux matières expressives sur l'autre. Pour pallier cette carence, nous aurons recours à des notions spécifiées d'emploi et d'utilisation de la matière sonore. Pour conduire cette démonstration, nous nous concentrerons sur l'étude de la matière sonore seule, analysée pas à pas, de sa constitution à ses utilisations. L'étude commence là par l'écoute attentive, occurrence par occurrence, de la matière sonore des œuvres choisies et la recension précise de ces occurrences sonores. Cette écoute nous permettra de constater la grande précision de la construction de la matière sonore. La recension exhaustive des occurrences sonores rendra ensuite possible l'analyse, pour chaque œuvre,
de la matière sonore considérée élément par élément, voix, musique, bruit et cri. Cette analyse, élément capital dans l'appréciation de la prédominance du sonore, fournira les principaux arguments de la démonstration que sont la part d'expressivité, l'étendue et la densité de la matière sonore. Elle permettra ensuite d'en repérer les emplois particuliers et de les caractériser. Jean-Luc Godard compose, à partir des matériaux sonores bruts, des figures sonores que leur récurrence signale à l'écoute, les bruits de la fabrication, des œuvres, les sons intempestifs, la caractérisation des personnages, la figure du narrateur, celle de l'attraction, les figures rhétoriques ou musicales, le texte écrit ou lu, la voix hors cadre ou hors champ présentée selon de multiples modalités. Il installe des passerelles avec toutes les disciplines de la culture et de l'esprit. Il convoque tout aussi bien la sociologie, la philosophie que la sémiologie. Il puise abondamment dans la littérature, la poésie, le théâtre ou la musique, art sonore par nature, art du verbe de surcroît pour les trois premiers. Jean-Luc Godard va mettre en œuvre ces matériaux et réaliser, à l'instar des formes visuelles, des formes sonores qui vont devenir des instruments, ces instruments d'une expression sans cesse renouvelée. Ces formes sont élaborées par le montage sonore et le mixage. Ainsi, au fil des œuvres, vont s'accumuler ces emplois particuliers. Les formes littéraires du blason, le collage, la citation et l'autocitation, l'aphorisme, la formule tautologique, la réversion, la répétition, le travail des mots, l'effet des langues, la dispute amoureuse. Peu à peu, Jean-Luc Godard a ainsi constitué un répertoire de figures sonores et il a utilisé de plus en plus, d'une œuvre à l'autre, des reprises d'éléments, ceux des autres tout autant que les siens. Ce procédé n'est pas sans évoquer la technique du sampling, le prélèvement d'échantillons, utilisé dans la création musicale contemporaine. Jean-Luc Godard utilise cette technique de l'échantillonnage sonore lorsqu'il reprend dans une œuvre une réplique qu'il place dans la bouche d'un personnage différent d'une autre réalisation. Il pratique le sampling lorsqu'il utilise, en les mixant, des éléments sonores préexistants, musique ou bruit, pour produire un objet sonore nouveau. Le procédé, particulièrement audible dans Nouvelle Vague, s'achève dans Histoires du cinéma où la forme s'accomplit. Le cinéaste y reprend les extraits parfois très brefs, parfois retravaillés, de ses œuvres ou celles réalisées par d'autres qu'il font, superpose, mêle ensemble. Les emplois de ces figures sonores constituent le style et l'esthétique de Jean-Luc Godard. L'écoute de tous ces procédés et emplois révèle un Jean-Luc Godard inventif, cultivé, impliqué dans son temps et grand rhétoricien. L'étape suivante devra tenter de répondre à la question : à quelle fin ces emplois sont-ils affectés ? En identifiant les utilisations des figures sonores, nous les qualifierons et les valoriserons. Synthétiser les résultats de la démarche d'étude pourrait s'énoncer ainsi. Les figures sonores sont les emplois ou la manière d'employer la matière sonore, les utilisations en sont la finalité. À parcourir l'œuvre de Jean-Luc Godard dans sa progression chronologique, le soin porté à l'expression sonore devient évident et l'éventail des utilisations n'a pour limite que la capacité d'invention du cinéaste acousticien. Il utilise ces figures sonores pour interrompre, répéter, installer la discordance entre les deux matières expressives pour déréaliser, idéaliser, distancier, montrer les idées, discourir. Il utilise les masques sonores en guise de gros plans sonores, pour faire tendre l'oreille, il pratique le dit pour le montrer, l'humour par l'histoire drôle. Il les utilise beaucoup aussi pour les transitions d'un lieu ou d'une scène à l'autre, cheminant par des endroits imprécis, des à-côtés, des espaces annexes, des lieux de transit, les marges. C'est alors une utilisation de déplacement, de transfert, de passage, de mouvement. Le sonore accapare ces espaces indéterminés. Il devient l'arpenteur des distances et du temps. La succession des lieux, actions ou idées relève de la logique du rêve, celle dont il ne peut être rendu compte dans un procès narratif ou commande la concaténation. Ce processus sonore ouvre l'accès à l'imaginaire par le même cheminement que celui qu'analyse Hélène Cixous chez Marcel Proust ou Gérard de Nerval. La matière sonore permet en effet à Jean-Luc Godard d'exprimer tout ce que l'amoureux de littérature veut faire partager, ressentir ou révéler. Quel moyen plus efficace que la lecture à haute voix ou l'oralité de l'écrit pour faire connaître ou partager le plaisir de lire, donner sens, puissance et signifiance à la parole ? Jean-Luc Godard ne cesse de lire ou faire lire à ses personnages les pages de la littérature, celle dont la portée est universelle aussi bien que les littératures populaires ou du roman policier.
Son travail sur les mots et la langue traduit le souci constant de faire entendre ce qu'il dit. Il ne se prive pas de proposer à l'audio-spectateur la lecture d'écrits dont le statut, qu'ils soient considérés comme des signes ou des indices, est plus proche dans leur perception cinématographique, de l'oralité que de l'icône. Jean-Luc Godard inscrit son cinéma dans la société de son époque, aux évolutions de laquelle il est particulièrement attentif et réceptif. Il le nourrit du mouvement des idées contemporaines. L'utilisation d'autres disciplines artistiques, qu'il insère dans son cinéma, nourrit abondamment son expression sonore. La littérature, nous l'avons vu, mais aussi le théâtre avec Brecht ou Novarino, la poésie, celle d'Aragon d'Éluard, la musique, de Schoenberg au Rolling Stone, la peinture de Picasso, Renoir, Klee sont impliqués dans sa création. Ethnologue et sociologue, il observe avec acuité son temps, perçoit les évolutions, les tensions. La chinoise 1967 en est un exemple éloquent, les mouvements de mode et les tendances. Curieux et sensible, il pressent et transcrit les changements et les bouleversements de son époque. Homme de culture, il s'intéresse à ceux qui travaillent la sémiologie, nous pensons à Alphaville, la philosophie pour les inclure dans ses réalisations. Le structuralisme et la déconstruction sont omniprésents dans son audio-cinéma. La politique également. Dès Le Petit Soldat, dans chacun de ses films, il énonce, plus ou moins clairement, plus ou moins fort, ses positions. Enfin, Jean-Luc Godard se place dans la perspective historique de la tradition cinématographique. Les intertitres ou sous-titres sont fréquemment utilisés et les références cinématographiques abondent dans ses réalisations. Œuvres citées par leur titre ou un dialogue, cinéaste, producteur ou acteur nommé, scène ou lieu de fabrication des films évoqués ou reproduits. Il ne cesse de rapporter son travail au cinéma et son histoire. L'aboutissement de son œuvre l'atteste à nouveau. Avec Histoires du cinéma, il tente d'exprimer son ambition en même temps qu'il pressent sa fin pour un cinéma œuvre d'art, objet d'histoire et de pensée. Le commentaire qu'il énonce lui-même est l'élément principal de cette proposition audiovisuelle. Il se donne ainsi l'occasion d'affirmer à nouveau la puissance de la parole. L'étude de la place de la matière expressive sonore dans les œuvres de Jean-Luc Godard est conduite selon une procédure scientifique rigoureuse qui revendique exactitude et précision. La démonstration n'a pas prétention apodictique, mais pour lui assurer néanmoins son efficacité optimale, rien n'est avancé qui n'ait été observé et mesuré. Le processus d'analyse, l'interprétation qui en résulte sont clairement exposés. Si la thèse s'attache à démontrer la réalité et la validité d'une intuition, elle ne saurait être suspectée d'un quelconque a priori. La prédominance de la matière sonore dans l'expressivité des œuvres de Jean-Luc Godard étudiées ici résulte de ce travail de recherche, elle ne le précède pas. La thèse se vérifie par l'ensemble des opérations d'identification, d'évaluation, de mesure, de quantification et de qualification de la matière sonore. Et lorsque les arguments sont patents et avérés, le doute peut céder le pas à l'affirmation. La conviction, toujours soucieuse de vérification, s'impose alors sans parti pris ni complaisance sur pièce. Il n'y a pas travestissement mais extraction d'une réalité jusque-là inopérante, inactive, inconnue et inouïe. La recherche met au jour une capacité acoustique enfouie, une affinité des œuvres pour l'audition qui demeurait latente, à l'état de possibilité inaccomplie. Une capacité d'être des œuvres du cinéaste non encore pleinement opérées, est ici affirmée. Au visiocentrisme, Jean-Luc Godard oppose donc en permanence la puissance de la parole et l'efficacité du sonore. Les théâtres, l'oralité de la littérature, les bruits, les musiques, la poésie, la pensée sont autant d'éléments de sens que seule l'acoustique peut proposer et exprimer. Il l'explique et le rappelle à plus d'une occasion. Les témoins cependant souvent restent aveuglément sourds. La culture de l'œil, héritage ancien, réactivé à la Renaissance, ne cesse d'influer sur la perception cinématographique et de l'orienter. Pourtant, n'y a-t-il pas jusqu'à la période de Jean-Luc Godard dans le groupe Dziga Vertov, période de cinéma anonyme, qui soit signifiante par le nom que s'était donné le groupe ? Dziga Vertov est considéré par de nombreux cinéastes comme le plus radical concernant la musique de ses réalisations, les choix techniques d'enregistrement des sons, et un précurseur de la musique concrète. Charlie Chaplin, reconnaissant la qualité musicale de la bande sonore de Enthousiasme 1931, écrivit «
Dziga Vertov est un musicien. Les commentateurs souvent n'ont pas d'oreille. Ils limitent leur perception des œuvres à la vision, alors qu'elles sont destinées non seulement à être vues, mais surtout à être écoutées et entendues. N'y a-t-il pas là une méprise fondamentale, la source d'une incompréhension ? Et surtout, n'y a-t-il pas une perte de sens à ne pas entendre ce que dit l'auteur ? Nombreux en effet sont les observateurs des œuvres cinématographiques qui attribuent des capacités narratives, diégétiques ou de sens à la matière iconique alors que seule la matière sonore porte cette capacité ou accomplit cette fonction. Un exemple de cette surdité, le dernier en date mais non l'unique, nous est donné par Antoine Debac qui, expliquant sa méthode dans l'histoire caméra, écrit « Cette nouvelle histoire du cinéma a permis d'ancrer la vision du film dans toute la diversité de ses sources possibles, le surchargeant d'interprétations. Le film sera vu avec les textes qui le commentent, l'accompagnent, l'accueillent avec les gestes cérémoniels qui en guident la vision, avec les événements politiques qui en commandent la compréhension. 10. Aucune réalisation audiovisuelle, en tant qu'objet perceptible, n'est a priori cinéma. Elle le devient selon plusieurs critères qui s'associent dans les moments successifs du devenir de l'objet et son expression. En effet, toute proposition audiovisuelle est inscrite dans un contexte où le cinéaste, acteur et observateur du monde, est le sujet et l'objet de son parcours. Elle s'insère dans le champ culturel qu'elle constitue en le modifiant. Elle se déploie également dans un processus en 3 temps, celui de sa fabrication, celui de sa présentation et enfin celui de sa perception où elle devient réalité perçue. Plusieurs facteurs dans chacun de ces temps déterminent l'appartenance de l'œuvre au champ du cinéma ou son exclusion, sa qualification d'œuvre artistique ou non. Jean-Luc Godard a sans cesse été attentif, dans les différentes étapes de ce processus, aux options qu'il choisissait. Le discursif préféré au narratif, l'imaginaire plutôt que le réel, la construction d'une autorité contre l'avis du public, la constitution d'une expression artistique et corollaire revendiqué de son statut d'artiste. Son cinéma ne raconte pas d'histoire, il est discursif. La fabrication d'une œuvre cinématographique est avant tout l'élaboration et l'expression d'un discours. Cette expression emploie massivement la matière sonore. Jean-Luc Godard a sans cesse postulé à une position d'auteur, revendiqué son autorité, puis le statut d'artiste. Il a construit son œuvre avec, peu à peu, par un retournement singulier par rapport à ses premiers écrits et ses premières œuvres, le souci de l'extraire du champ de la culture industrielle et de la placer dans celui de la culture classique. Jean-Luc Godard a exploré ses propres capacités de transgression, sans cesse partagées entre le désir d'une reconnaissance et l'ambition de ne pas voir son œuvre être assimilée au film populaire. Il a construit sa figure de cinéaste-artiste par la manière d'exprimer ses idées et son discours autant que par son discours lui-même. Il l'a construite par l'affirmation de ses positions esthétiques, principalement dans le cinéma, mais aussi culturelles et politiques. Ces impératifs passent tous par le recours à la matière sonore et la manière de la travailler. Le statut d'art du cinéma a été admis et reconnu sous l'effet conjugué et permanent de quelques auteurs, et notamment l'équipe des Cahiers du cinéma. Mais considérer l'intention d'une œuvre cinématographique comme un concept, accepter le film philosophe, fait débat. Cette position a valu à Jean-Luc Godard la réprobation de nombreux intellectuels. L'étude de Nouvelle Vague, 1990, rend compte d'une certaine réalité de cette qualification et permet non pas d'observer d'un autre point de vue, mais d'entendre d'un autre point d'écoute le travail sonore du cinéaste. L'œuvre est l'expression directe d'un discours sur le pouvoir, exposé selon ses diverses modalités psychologiques, politiques, idéologiques, financiers, et la soumission qu'il obtient entraîne ou impose selon la position des individus en cause. Le cinéaste y explore la gémellité et les contraires, le renouveau par la disparition, évoque le déterminisme. Il essaie de discourir ainsi sur des concepts philosophiques. L'œuvre énonce également un discours sur l'essence des choses, discours d'un autre auteur auquel il donne la parole, Valère Novarina, sur un autre sujet philosophique. L'œuvre énonce aussi de multiples éléments extraits des travaux de philosophes, matière philosophique par nature. Enfin, nous pouvons citer les aspects du capitalisme mondialisé que le cinéaste propose à la réflexion. Pour Jean-Luc Godard, le cinéma, à défaut de penser par lui-même, doit donner à penser. Jean-Pierre Eskenazi présente Les Carabiniers, 1963, comme un film sur le concept de la guerre.
À cette lecture, Le Petit Soldat, 1960, est un film sur le concept de la manipulation et Nouvelle Vague, 1990, sur celui du pouvoir. Au-delà de ses œuvres en particulier, tout le cinéma de Jean-Luc Godard fait œuvre philosophique. La totalité de la matière expressive du cinéma de Jean-Luc Godard, iconographique et sonore, est mobilisée dans ce process. La part sonore, maîtresse du récit et porteuse du discours, y fait démonstration de sa prépondérance. Jean-Luc Godard ne tolère pas, lors de la projection en salle de ses œuvres, les techniques qui pourraient perturber, modifier ou ajouter des effets sonores à ceux qu'il a réalisés. Il refuse ainsi tout recours au système Dolby. Après s'y être risqué une fois, il est revenu avec Nouvelle Vague à sa technique habituelle du son monocanal. 11. La perception des œuvres de Jean-Luc Godard par leurs audiospectateurs est le résultat d'une double intention. C'est une affaire personnelle mutuelle, celle de l'auteur et celle de l'audiospectateur, une démarche intime où l'audition est fortement sollicitée. Le son est puissamment évocatoire. Selon Robert Bresson, le mot crée l'image. Cette affirmation s'étend au-delà du mot, à toutes les formes sonores, la musique, la voix, les bruits et les cris. Le son spatialise, actualise, temporise et caractérise. La mémoire du son, ouvre directement sur l'imaginaire, donne accès à des univers intimement privés. Le cinéaste acoustique ne se prive pas d'exploiter ces caractéristiques. Nous proposerons un programme de test pour l'étude de la perception cinématographique des œuvres de Jean-Luc Godard étudiées ici. Cette approche empirique permet une évaluation de la place respective, dans la perception par les audiospectateurs, de la matière iconographique et de la matière sonore. Jean-Luc Godard a réalisé, comme ses confrères, des œuvres cinématographiques audiovisuelles. Certains d'entre eux ont travaillé la matière sonore de manière particulière. Viennent à l'esprit Robert Bresson, Jacques Tati, Ingmar Bergman, Andrei Tarkovsky ou Alain Resnais pour Hiroshima Mon Amour, 1959, ou l'année dernière à Marienbad, 1961, et bien d'autres encore. Parmi tous, Jean-Luc Godard a inscrit sa manière personnelle, sa différence dont il poursuit l'exploration. Il propose un cinéma postmoderne pour un néo-spectateur, invité à devenir audiospectateur. Les thèmes majeurs de Jean-Luc Godard, l'incommunicabilité, la difficulté à s'entendre, se comprendre, le cinéma comme production artistique, moyen d'expression philosophique, habitent et nourrissent ses œuvres. Tous ces thèmes sont énoncés par le son. C'est à cet usage par l'audiospectateur qu'il pense. Il lui demande de découvrir une œuvre et d'en prendre connaissance peu à peu. Il ne lui demande pas de la comprendre, tout au moins pas du premier coup, mais de la prendre telle une sensation. Il le place en situation de co-construction pour une co-compréhension, il le met au travail. Par cette procédure, dans laquelle les choix esthétiques, les matières expressives et les formes sonores et visuelles ont un rôle prescripteur, Jean-Luc Godard construit une aura autour de ses films. Cette aura que l'ère de la reproduction technique aurait, selon Walter Benjamin, abolie pour les œuvres d'art multipliées, Jean-Luc Godard l'a reconstruit en dotant ses œuvres de cette qualité particulière selon laquelle leur perception n'est pas une expérience anodine, ordinaire, simple et aisée. 1. Le CINEMA, un médium sonore. 1. L'écoute fluctuante du CINEMA. La matière sonore, une entité embarrassante. André Bazin a proposé une périodisation de l'histoire du cinéma, non plus fondée sur une chronologie techniciste, le muet et le parlant, mais sur des formes et une période stylistique qui va des années 1920 au début des années 1940. Ceci correspond à une normalisation d'ensemble du cinéma comme art représentatif. A contrario, Stanley Cavell semble lui répondre directement et le contredire avec ses réflexions sur l'ontologie du cinéma où il affirme une rupture. L'avènement du son a rompu le charme de l'intelligibilité immédiate du monde visuel. 12. Jacques Rancière, qui se réfère lui aussi à cette différenciation technique, commente l'évolution d'une forme de cinéma à l'autre. Le film muet était appréhendé par la critique sous un paradigme musical, le film parlant l'est sous un paradigme plastique. 13. Le philosophe énonce un paradoxe qui sert notre démonstration et réduit le cinéma parlant à un cinéma surnarratif, où récit visuel et récit parlé s'illustrent réciproquement. 14. Le paradigme musical du muet conforte s'il était besoin le cinéma muet, dans son statut d'art sonore.
Jacques Derrida, quant à lui, pense que l'enregistrement des paroles est un des phénomènes majeurs du XXe siècle. Il donne à la présence vivante une possibilité d'être là, à nouveau sans équivalent. La grandeur du cinéma, bien sûr, a été d'intégrer l'enregistrement de la voix à un moment de son histoire. Ce ne fut pas un plus, un élément complémentaire, mais bien plutôt un retour aux origines du cinéma permettant de l'accomplir mieux encore. La voix au cinéma n'ajoute pas quelque chose. Elle est le cinéma car de même nature que l'enregistrement du mouvement du monde. Je ne crois pas du tout à l'idée qu'il faudrait séparer les images, cinéma pur, de la parole. Je pense qu'ils sont de même essence, celle d'une présentation conjointe d'un lui-même là du monde. 15. Il apparaît à ces lectures que le cinéma est encore, dans le moment de notre étude, qualifié selon les techniques qu'il emploie, et que ces qualifications, sinon erronées et simplistes, sont gravement incomplètes. Le cinéma muet était bruyant, bavard, appréhendé comme une musique. Sonore depuis ses débuts, le cinéma ne s'est jamais privé à aucun moment de son histoire de cette matière expressive. On recueillait déjà et l'on reproduisait la parole, on recueille maintenant la vie. 16. L'ordre d'apparition des techniques de l'image et du son fut bien à l'inverse de ce que la chronologie générale du cinématographe présente habituellement, c'est-à-dire un procédé d'abord muet avant de devenir parlant. La reproduction sonore existait avant que l'icône ne reproduise le mouvement. Dès les débuts, la matière sonore cinématographique s'est composée de bruit, de paroles, de musique et d'écrit. Éléments séparés au destin varié, ils ont toujours participé à l'expression du cinématographe et continuent à le nourrir. Cependant, leur apport a largement été négligé, minoré ou ignoré, voire nié. Cette formule de la matière sonore établie très tôt ne s'est pas enrichie depuis, seules ses modalités d'usage ont évolué. Présente dès les premiers jours du cinéma, cette matière sonore a sans cesse imposé ses particularités, soit qu'elle fût trop présente et gênante, soit qu'absente, elle nécessita des substituts. Le projecteur produisait le premier élément sonore, lié aux présentations des images en mouvement. Ce son caractéristique en devint l'accompagnement habituel, il signait leur présence, les authentifiait comme représentation. Ce son d'origine technique, bruit ou accompagnement selon les avis, caractérise le cinématographe. Ce bruit primordial comme le qualifient successivement Kurt London, Adorno et Eisler, puis Michel Chion 17, un martèlement venu de la machine infernale 18 pour Jean Renoir, le ronron venu du moulin 19 pour Louis-Ferdinand Céline, est propice à l'engourdissement et l'hallucination. Ainsi, le cinématographe des premiers temps ne fut jamais vraiment silencieux ni muet. Les images présentaient les bruits et les voix du monde que les spectateurs portaient en eux, elles imposaient le rythme musical que le montage construisait. Quant au bruit primordial, signe de reconnaissance du cinématographe, il est toujours utilisé dans certaines réalisations alors qu'il est exclu depuis longtemps des salles de projection. Le bruit est un son à part entière. Il est constitué, caractérisé, défini par les mêmes critères que les autres sons, musicaux ou de parole. Il est qualifié par défaut, il n'est ni parole humaine, ni cri animal, ni musique, encore que la musique concrète ou symphonique puisse l'inclure, les sons de cloche ou de sirène en sont de nombreux emplois. La confusion est souvent faite entre sa nature de bruit et son utilisation, qui peut varier à l'infini. Il peut illustrer, accompagner, s'opposer et devenir parasite d'une audition claire. Une classification pertinente des bruits pourrait se faire selon la catégorie de leur source émettrice, naturelle, vent, eau, mer, animal ou résultant des activités humaines. Vint très tôt s'adjoindre dans le procédé cinématographique naissant, la musique comme allié naturel du spectacle. Comme tous les arts audiovisuels, le cinéma doit faire perdre la notion du temps subjectif du spectateur pour le placer dans une durée objective, celle de la représentation. La musique répondait à cette fonction davantage qu'à celle de masquer le bruit du projecteur. Logée elle aussi dans le lieu de la présentation, elle post-synchronisait le film au gré des musiciens, souvent des pianistes, libres dans leur accordance avec le récit. Ainsi les premiers effets de contraste, les premiers contrepoints apparurent, et firent du cinématographe dès les premières représentations, et tout au moins pour les spectateurs, un spectacle complet, proprement audiovisuel, où la notion de synchronisme est déjà présente. 20. Le cinéma fut toujours sonore et l'emploi des formules cinéma muet ou cinéma parlant nie cette réalité.
De surcroît, l'apparition de la parole suggérée par la qualification du cinéma parlant concerne la seule synchronisation de celle-ci. Car la parole ne fut pas absente longtemps après les débuts du cinématographe. Les bonimenteurs présents dans le lieu de la projection faisaient office de narrateurs. Ils en avaient le statut et la position. Ils furent évincés par la généralisation des intertitres après 1914 mais simultanément, des tentatives de doublage, des essais de synchronie se multipliaient. Les techniques de sonorisation, nombreuses, rivalisaient et se faisaient concurrence. La musique tout autant que la parole furent l'objet d'études et d'inventions. 21. Les procédés sonores se heurtaient à des difficultés techniques et à des freins économiques réels, tels les investissements nécessaires pour l'équipement des salles, ou fictifs pour faire perdurer les équipements existants le plus longtemps possible. 22. Les enjeux commerciaux pour l'adoption d'un procédé contre ses concurrents, enfin, retardèrent largement l'utilisation de la musique ou de la parole synchrone avec L'. Icône 23. La place de l'écrit. L'écrit à l'écran apparut très tôt, dès les premières années du cinématographe, pour ne plus disparaître. Il convient de s'interroger sur sa nature et son statut. Philippe Dubois s'intéresse non aux intertitres mais aux surtitres, les inscriptions sur l'image, parce qu'ils préfigurent quelque chose du figural dans leur statut intermédiaire dans et hors la diégèse, dont le sens se produit plutôt par la figuration que par la narration. 24. Le figural, notion floue difficile à appréhender et traduire, n'est pas convaincant pour caractériser l'écrit au cinéma. Il me semble que le figural a quelque chose à voir avec la priméité et l'iconicité au sens persien du terme, lesquels concepts ont eux le mérite de faire l'objet d'un processus rationnel de définition, sans cesser pourtant d'évoquer l'impact visuel avant les déterminations du visible et du lisible. 25. Évoquer la primeur visuelle et l'icône à propos de l'écrit au cinéma ne saurait satisfaire sa qualification. La position de Dominique Château, lui-même peu convaincant, nous confirme que la nature de cet écrit-là, l'écrit au cinéma, reste difficile à cerner. Pour tenter de clarifier sa position, examinons son statut et son mode opératoire. Par son statut, l'écrit au cinéma pourrait être considéré comme l'équivalent du paratexte littéraire. 26. Ce parallèle, s'il permet de relever des similitudes de forme et de position avec le paratexte littéraire, titre, sous-titre, intertitre, chapitre, acte, incipit, préface, prologue, avertissement, avant-propos, préambule, épilogue, postface, etc. 27. Ne rend pas compte de la spécificité des écrits au cinéma, notamment celle des génériques, ni de leur insertion dans la matière expressive. L'écrit au cinéma s'emploie suivant deux usages, selon qu'il est supplément à l'icône ou qu'il en est un élément constitutif. Dans le premier cas, qu'il s'agisse d'intertitres isolés également nommés cartons, de surtitres ou de sous-titres, l'écrit présente et fournit au public une information supplémentaire. Celle-ci précise, décrit ou explicite la diégèse, son découpage, sa concaténation, sa temporalité, son actualité. Dans le second cas, l'écrit peut être, selon le dispositif utilisé, a. le support d'expression des paroles qu'énoncent ou miment les personnages, k. des sous-titres d'un film en version étrangère par exemple, b. ce que lisent les personnages et l'audio-spectateur, c. ce que lit l'audio-spectateur seul. Le texte écrit est alors la transcription du langage verbal, exprimé ou non, des personnages, du narrateur ou de l'audio-spectateur. Lorsque le texte transcrit les bruits de la diégèse, l'opération reste la même, le texte ajoutant une traduction en phonème S d'un son qui n'en a pas. Qu'il s'agisse de transcrire un langage ou des bruits, l'icône présente un écrit qui la constitue et la signifie. Cet écrit, réduit à un mot seul ou étendu à un texte entier, est multiforme dans son apparence. Il peut être affiche, enseigne, annonce, titre de livre, slogan, etc. Dans tous les cas, le texte est proposé directement à la lecture de l'audio-spectateur. La relation entre pensée et langage a été très tôt décrite. Jean-Pierre Changeux, 28, qui en trace un tableau complet, rappelle qu'Aristote déjà distingue les objets extérieurs, res, les images mentales de ces objets, conceptus, et leur communication par les mots, vox. Si le lien entre res et conceptus est naturel, celui entre vox et conceptus est de tradition, celle du langage comme convention. Wilhelm von Humboldt reprend cette classification en réunissant la pensée et le son, en une seule entité. La sémiologie, science des signes, débute véritablement avec Charles Sanders Peirce, qui faisant suite à Humboldt,
rédige dès 1868 ses premiers textes dont la publication sera très tardive. Il réfute la pensée comme relation dyadique d'une action et sa réaction physique dans le cerveau humain. Pour lui, le signe exprime la relation triadique entre un signe, son objet et la pensée interprétante. Pour Ferdinand de Saussure qui veut créer une science exacte des signes, la langue est un système de signes centré sur le mot où le mot est assimilé à une fonction dans ce système. Pour lui, le signe unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique. 29. Cette entité psychique à deux faces, unit deux images mentales, le signifié, le concept, la représentation de la connaissance que le sujet a de l'objet et le signifiant, l'image acoustique représentative de la séquence sonore. La lecture, acte de transposition de signes graphiques en langage, en langue parlée, est bien une énonciation, même si celle-ci n'est pas verbalisée. L'élocution est implicite, elle ne saurait être séparée de la lecture qui la supporte. 30 Selon Peirce, la relation de signification s'établit alors entre les signes, les mots lus, leur objet et la pensée interprétante, le lecteur. Selon Saussure, elle s'instaure pour le lecteur, le sujet, entre les signes, les signifiés et les signifiants correspondants, les images acoustiques qu'il s'en fait. L'apprenti lecteur ânonne répète ce qu'il lit pour se l'approprier et en comprendre le sens. Le comédien répète son texte, parfois pour lui-même, parfois à haute voix, pour en acquérir la connaissance et le mémoriser. L'acquisition de sens de l'écrit passe par une étape de traduction des signes du langage. Michel de Certeau écrit « Se référer à l'écriture et à l'oralité ne postule pas deux termes opposés. » 31 Il poursuit « Il n'est pas question de revenir à l'une de ces oppositions métaphysiques, écriture versus oralité, langue versus parole, dont Jacques Derrida disait justement qu'elles ont pour ultime référence la présence d'une valeur ou d'un sens qui serait antérieure à la différence. 32. Écriture et oralité sont l'effet de distinctions réciproques à l'intérieur de configurations historiques successives et imbriquées. Elles ne sont pas isolables de ces configurations historiques et ne peuvent être élevées au statut de catégorie générale. 33. Jean-Luc Godard a sans doute conscience ou connaissance de l'historicité de ces composantes du langage. Dans une scène de Pierrot le Fou, occurrence sonore 101, il fait écrire au personnage de Ferdinand sur son cahier d'écolier la bouche, humain, onomatopées qui finissent par devenir langage. Le lien de dépendance ou d'interaction s'affirme également très tôt dans l'histoire humaine individuelle. La tradition orale qu'il aura reçue mesurera chez l'enfant la capacité de lire. 34 Michel Chion renvoie à l'expérience spectatorielle du cinéma muet, plein de textes écrits que le spectateur occidental prononçait mentalement, par le processus de prononciation mentale d'un texte lu qu'on appelle endophonie. 35. La lecture de l'écrit dans la projection audiovisuelle résonne intimement dans la sphère mentale de l'audio-spectateur. Elle réfère à son passé, à sa mémoire intellectuelle et affective, à ses capacités cognitives, à son imaginaire. Jean-Luc Godard dans son court-métrage Meeting Woody Allen, 1986, aborde le sujet des intertitres, partie précédée du sous-titre en anglais Titles. Il déclare à son interlocuteur et confrère « Je considère pour moi comme dans les films muets ce sont des plans de texte et non d'images. L'énonciation mentale restitue l'oralité contenue dans l'écrit, elle est du domaine de l'oralité. La parole écrite instaure bien un quatrième mode expressif de la matière sonore cinématographique, à l'égal des bruits, de la parole et de la musique. Et celle du public. Le public est aussi une source sonore de la perception cinématographique. Son statut de sujet collectif d'une expérience simultanément partagée crée les conditions d'une double interaction qui s'établit en son sein et avec l'objet perçu. Ces interactions sont principalement sonores dans le sujet collectif, sonores et visuelles avec l'objet perçu. Cette double interaction, opérante quelles que soient les conditions de la perception, participe de l'expérience sensible et intellectuelle de l'audio-spectateur. Cette réalité, qui s'est instaurée dès la première présentation du cinématographe par les frères Lumière, a perduré et reste active. La notion de public s'applique dès la présence simultanée de deux audiospectateurs, quel que soit par ailleurs le contexte de la présentation de l'œuvre audiovisuelle. Lorsque plus d'une personne assiste simultanément à la représentation d'une œuvre enregistrée sur quelque support que ce soit, réunie devant un dispositif de reproduction quel qu'il soit, où qu'il se trouve, dans un train ou un avion,
en voiture ou dans un salon et qui se consacrent exclusivement à la perception d'une œuvre audiovisuelle, sont un public à l'identique de celui d'une représentation publique dans une salle dédiée. L'interaction entre l'individu et l'œuvre présentée a été souvent commentée et qualifiée. Les processus perceptifs, décrits plus loin dans le paragraphe sur la perception cinématographique, la confirment et la valident. Elle se traduit chez l'audio-spectateur par des énonciations et des mouvements physiques divers. L'interaction couvre un large éventail de manifestations sonores, selon les caractéristiques sociologiques du public et les circonstances de la présentation. Ces expressions sonores vont du silence attentif et respectueux du parterre cinéphile d'une œuvre d'art, par exemple, aux manifestations plus bruyantes, allant jusqu'aux commentaires et aux cris d'un public varié. La manifestation individuelle sonore prend, pour les autres audiospectateurs et pour l'œuvre présentée, valeur d'indice signifiant. Elle est une valeur ajoutée, inattendue et spontanée, ou au contraire préméditée et espérée par le réalisateur. Lorsque ces manifestations sonores s'additionnent parmi les audiospectateurs, cette interaction bruyante, qui devient élément de la perception de l'œuvre, la modifie inévitablement, souvent à l'insu du public lui-même qui en est pourtant à l'origine. Les rires collectifs en sont un exemple aisément vérifiable, mais les respirations, les murmures, les soupirs, les cris de surprise ou de frayeur, les interjections ou interpellations sont d'autres expressions sonores de la perception cinématographique. Vers le cinéma audio logo-visuel. La matière expressive sonore des œuvres, au long de l'histoire du cinéma, va sans cesse évoluer, s'enrichir et bénéficier des apports des autres arts. Les cinéastes vont exploiter les nouvelles ressources qu'explorent les musiciens, la littérature ou la peinture. Eisenstein établit par le rythme des correspondances entre le montage visuel et la phrase musicale. Dziga Vertov privilégie la matière sonore industrielle, le son des machines, et utilise des enregistreurs mécaniques pour produire sa musique. Il est selon Thierry Millet le véritable précurseur de la musique concrète et électroacoustique. 36, le chanteur de jazz de Alan Crosland, 1927, est avant tout une démonstration imparfaite de synchronisme, réalisée avec un procédé technique existant depuis longtemps et qui sera vite abandonné ensuite. Mais l'enregistrement sonore synchrone reste encore très compliqué en extérieur. L'incommodité d'une technique onéreuse contribua à enfermer le cinéma en studio pendant les 15 premières années du parlant, et les néoréalistes italiens durent après-guerre réaliser en muet leurs scènes de plein air, pour les post-synchroniser ensuite au studio. 37. Le générique sonore que Sacha Guitry réalisa pour le roman d'un tricheur, 1936, présente les techniciens en situation de travail, notamment l'ingénieur du son. Il confirme cette lourdeur et cette incommodité de la technique. En France, Renoir et Pagnol s'efforceront cependant d'imposer, pour capter les sons naturels, des tournages en extérieur. Jean Cocteau, quant à lui, peu attentif à la technique, n'hésitera pas à bousculer les habitudes, changeant les musiques de place puis conservant des bruits intempestifs. J'ai usé de cette méthode dès Le sang d'un poète, 1930, où j'ai déplacé et interverti les musiques de toutes les séquences. Je constatais que sifflets et usines ajoutaient au dialogue une base mystérieuse, et qu'il ne fallait les gommer pour rien au monde. 38. Ces sons, enregistrés inopinément pendant le tournage d'Orphée, 1950, relient directement Cocteau à Vertov par-delà le temps, dans une continuité qui ne s'arrêtera pas là. Si la plupart des cinéastes dans les années 1930 s'interrogent sur l'introduction de la parole et la place à lui accorder, celle des bruits est un gage de réalisme supérieur à celui de l'image. Les tentatives et expérimentations se multiplient autour de la possibilité sonore nouvelle, d'une parole enfin synchrone. Sous les toits de Paris de René Clair, 1930, le roman d'un tricheur de Sacha Guitry, 1936, sont quelques exemples innovants dans une production cependant inégale. Les bruits sont réhabilités, prudemment d'abord comme dans Alléluia de King Vidor, 1929, Limelight de Chaplin, 1930, puis deviennent le moteur de la narration dans Abschied de Robert Siodmak, 1930, La nuit est à nous de Karl Fröhlich et Henri Roussel, 1929, Le parfum de la dame en noir de Marcel L'Herbier, 1930, Prix de beauté des apostrophes, Augusto Genina, 1930. Cette période ne durera pas au-delà de quelques années. La diversité des cadres, le rythme du montage,
le décalage entre l'image et les informations sonores montre que, dès 1931, le cinéma sonore manifestait une liberté d'écriture et une maîtrise technique qui se scléroseront dans la seconde partie de la décennie lorsque le dogme de la transparence et du découpage classique triomphera. 39 Alain Weber manifeste sa crainte pour cette période de liberté que le cinéma des années 50 à 60 remettra en cause 20 ans plus tard. Ce spectateur va subir encore davantage l'aliénation idéologique avec le sonore que pendant le cinéma muet, car le bruit et surtout la parole subjuguent davantage que l'image même s'il est plus difficile de s'en rendre compte. 40. Le terme d'aliénation nous paraît impropre à caractériser la situation de l'audio-spectateur et le qualificatif idéologique contient toutes les faiblesses que la philosophie lui a reconnues. Cependant, le commentaire confirme l'efficacité de la matière sonore, ici réduite au bruit et à la parole. Quant à la suprématie affirmée d'une matière expressive sur une autre, qui ne saurait découler de la seule prise en compte de leur distinction, elle n'est pas l'objet de notre étude. Pour attester la continuité et la filiation entre le début du cinéma synchrone et le cinéma de la nouvelle vague, relisons Noel Birch. Cet esprit de recherche va survivre quelques années à l'avènement du parlant et va même s'étendre au traitement du bruit, de la voix, de la musique. En effet, l'idée de traiter bruitage et ambiance en fonction de leur plasticité autant que de leur signifiance n'est pas née en France ou au Brésil pendant les années 60, mais elle est apparue un peu partout dans le monde dès l'apparition du son synchrone. 41. Dans un numéro des Cahiers du cinéma de 1965-42, la nouvelle vague confirmera cette continuité. Comme souvent à propos de Jean-Luc Godard, les choses ne sont pas si simples. Thierry Millet note en effet, à propos du second film de Jean-Luc Godard, on constaterait rapidement à l'analyse que les bruits dans Le Petit Soldat ont une place relativement limitée, peu d'éléments sont bruités, et ceux qui le sont n'en ressortent que plus violemment. On se trouve plongé dans un film que l'on pourrait rapidement situer à la charnière du cinéma muet et du cinéma sonore, en quelque sorte comme le chaînon manquant entre ces deux esthétiques que l'on découvrirait 30 ans plus tard. 43. 1. 2. La MATIERE sonore, IGNOREE. Hormis quelques chercheurs, universitaires, théoriciens, critiques professionnels ou occasionnels ayant perçu la qualité sonore particulière des œuvres audiovisuelles du cinéaste, de nombreux autres souffrent dans leur perception habituelle de débilitation. Affaiblies, réduites, sous-évaluées, leur perception reste centrée sur la matière iconique, elles se limitent à la vision, ils ne sont que spectateurs. Au-delà des œuvres de Jean-Luc Godard, cette carence s'applique à l'ensemble des œuvres audiovisuelles. Les exemples ci-après traduisent par leur nombre et leur fréquence une faiblesse d'appréciation, une paresse quant à la qualification des objets et des situations dont ils rendent compte, une facilité d'usage ou un oubli flagrant. Henri Bergson a réfléchi sur l'idée du mouvement dans la période où apparut et se développa le cinématographe. Dans Matière et mémoire, publié en 1896, le philosophe invente les termes image-mouvement et image-temps, tout en se défendant de théoriser le cinématographe, alors considéré pour sa seule expression visuelle. Lorsque Gilles Deleuze, presque un siècle plus tard, réexamine les concepts de Bergson et rédige Cinéma-I et Cinéma 244, il réutilise les deux termes de son prédécesseur. Par le réemploi de leur intitulé inchangé, il affecte image-mouvement et image-temps, de la même ignorance pour la matière sonore. Rappelant à notre mémoire en quoi consiste le fait filmique, tel que Gilbert Cohen-Séat le concevait et le décrivit dès 1946-45, Dominique Château le répète sans y apporter aucun commentaire, à exprimer la vie, vie du monde ou de l'esprit, de l'imagination ou des êtres et des choses par un système déterminé de combinaisons d'images. 46. Au cours des années 1960 à 1970, les études universitaires ont investi la théorie du cinéma. Elles y ont importé des concepts depuis des disciplines établies telles la théorie littéraire, la psychanalyse, la sémiotique ou la linguistique en perpétuant l'ignorance de la matière sonore. Jean Mitry a ainsi élaboré une des premières théories du signe et de la signification au cinéma préoccupée principalement de la matière visuelle 47, à laquelle répondront les travaux de Christian Mess sur la sémiotique 48, et notamment sa grande syntagmatique de la bande-image.
La linguistique a été mise à contribution pour transposer ces formes au cinéma et définir la matière visuelle selon les codes du langage. La théorie de l'identification cinématographique, issue de la psychanalyse et des travaux de Jacques Lacan sur la face du miroir, a été approfondie par Jean-Louis Baudry en identification primaire et secondaire 49, avant d'être affinée encore par Christian Mess dans le signifiant imaginaire 50 qui complète la liste par des sous-identifications à la caméra, au point de vue du cinéaste, aux images subjectives, au hors-champ, au regard. Ce double dispositif psychanalytique et cinématographique, indépendamment de son effectivité, réfère au seul sujet de la vision, oublieux de la médiation langagière des tiers que Lacan avait introduit dans son modèle théorique. Il apparaît bien que chaque nouvelle avancée dans l'étude cinématographique recourt à une théorie exogène transposée à cet objet particulier qu'est le cinéma, et que cette application ne se préoccupe que de vision. Les neurosciences, qui devraient apporter de nouvelles connaissances dans les processus cognitifs et perceptifs, échapperont-elles à cette restriction lorsqu'elles s'attacheront au médium cinéma ? L'oubli du son ainsi reconduit, d'un auteur à un autre par le chemin de la citation ou celui de la reprise, se trouve alors validé et activé pour une nouvelle période. Thierry Millet 51 s'étonne de la non-prise en compte des conditions acoustiques des projections par Edgar Morin dans le cinéma ou l'homme imaginaire, repris plus tard par Christian Mess 52. Une des raisons de la persistance des théories, la reprise, est ici perceptible. Olivier Cadot a rédigé la préface de Feu sur le quartier général 53, sous forme de note d'intention d'une œuvre à réaliser. Parvenu à la dernière page de sa note, il avoue son oubli du son. On avait oublié le son. Antoine Debac ensuite, dans son avant-propos, décrit la méthode qui sera sienne. En termes méthodologiques, cette nouvelle histoire du cinéma a permis d'ancrer la vision du film dans toute la diversité de ses sources possibles, la surchargeant d'interprétations. Le film sera vu avec les textes qui le commentent, l'accompagnent, l'accueillent, avec les gestes cérémoniels qui en guident la vision, avec les événements politiques. 54. Stanley Cavell évoque la nécessité de retrouver l'émotion de la vision 55. Et Arlette Farge commente la mise en échange des films vus 56. Laurent Julier écrit « Regarder un film, c'est donc être supposé le comprendre et l'apprécier ». 57. À tout lecteur attentif ne cesse d'apparaître cette limitation. Le cinéma est ainsi réduit souvent à la seule vision par ses spectateurs, et ceux-ci de surcroît sont sourds. Les cheminements des idées, des théories et concepts franchissent aisément les périodes, les mouvements et les modes. Idées, théories et concepts sont ainsi transmis par des messagers respectueux qui les portent précautionneusement, en un relais sans faille et les reproduisent fidèlement, sans curiosité ni souci de leur pertinence. Ainsi de la qualification inexacte des œuvres cinématographiques, ainsi du primat de la vision pour un cinéma, certes parlant, mais de fait réduit à ne rien dire. Il ne s'agit pas ici de mettre en question la pensée ou les arguments de ces auteurs dont pour certains, le travail sur la matière sonore est utile à la présente thèse. Il s'agit plutôt de pointer l'emploi à mauvais escient de termes qui ressortent souvent de définitions d'usage, en lieu et place de définitions d'essence. La substitution d'expressions langagières courantes, voir, regarder ou visionner un film, étudier l'image, le spectateur de cinéma, l'écran, à des formulations précises est d'autant plus dommageable qu'elle est entérinée par l'autorité et la compétence reconnue de ses auteurs. Si les mots recèlent signifiance et fonction, ne faut-il pas s'étonner de leur emploi approximatif par ces éminents témoins soudain déficients ou inattentifs ? Il est sans doute plus difficile de rendre compte d'un univers sonore que de la plasticité des icônes, du mouvement qu'elles présentent ou de la recherche chromatique qu'elles exposent. Riche aussi et signifiant tout autant que le visuel, le sonore nécessite attention et culture pour être précisément et utilement restitué. Son accès serait donc plus difficile ou plus exigeant. Habitude, paresse, légèreté ou surdité, les explications à ces déficiences d'écoute sont sans doute aussi complexes qu'elles apparaissent solidement établies. Le film désigne par métonymie autant le récit que le support sur lequel il est enregistré. Les expressions de film en DVD, à la télévision ou sur Internet confirment l'assimilation du récit à l'objet physique de sa reproduction, dont il est au demeurant de plus en plus détaché, ou aux moyens technologiques de sa diffusion.
Le terme approximatif d'une définition d'usage devient insuffisant lorsqu'il est repris pour un travail critique. Imprécis, le mot ne qualifie pas le récit audiovisuel, composé de deux matières expressives. Cette négligence de qualification induit celle des matières expressives qui le constituent. Négliger d'entendre et de rendre compte de la matière sonore d'un récit cinématographique équivaut à réduire une pièce de théâtre à la seule lecture de son texte. Regarder un tableau en ignorant ses couleurs, la reproduction d'un poème sans sa versification, une sculpture à sa représentation dessinée, une œuvre d'architecture à ses plans et une symphonie à sa seule partition. C'est le priver d'une partie de ses capacités expressives. Aux plus sceptiques sur les qualités sonores des œuvres audiovisuelles, demandons pourquoi, si la prosopopée n'est pas signifiante, si la prosodie n'est pas opérante dans le récit, pourquoi dans le cinéma audio-logo-visuel sont-elles si régulièrement et constamment employées ? Ne pas considérer la pleine perception des œuvres par leurs audiospectateurs constitue un abus de pouvoir, ou un déni de réalité. Les effets de cet abus ou de ce déni sont multiples. Ils s'exercent tout d'abord au détriment des œuvres qu'ils amputent et réduisent à une part d'elles-mêmes. Les œuvres logo-audiovisuelles deviennent des œuvres plastiques. Le récit y est restreint à la diégèse et au spectacle, avec ses compositions repérées et ses intentions supposées. La pensée exprimée par le sonore est ignorée, rejetée hors de propos, hors champ, elle est absente, inopérante. Les spectateurs, zélateurs du visuel, n'écoutent pas et s'aveuglent eux-mêmes. Un exemple de cet état nous est donné par Maxime Scheinfeigel qui décrit un plan de Allemagne 99-0 de Jean-Luc Godard, 1991, qu'il qualifie d'image mémoire. Sur un gros plan fixe d'Eddie Constantine en 1990 résonne un dialogue droit venu de la môme vert de gris en 1953. 58. Le commentaire applique la qualification à l'icône alors que L'. Effet mémoriel invoqué est réalisé par le son du dialogue. Les effets de l'abus sont également de conforter les audiospectateurs dans l'ignorance des possibilités du son, dans l'absence de tout effort de découverte et de progression. Ils accréditent auprès des audiospectateurs qui s'ignorent la prévalence de la perception iconique, voire son unicité dans laquelle se fondrait la matière sonore, seconde, superflue ou inutile. Ils entretiennent aussi les habitudes d'appréciation, si répandues dans les corporations du cinéma, cet habitus dont Jean-Luc Godard a voulu s'extraire dès ses commencements. Ils imposent un mode de la représentation cinématographique dominant, celui du cinéma narratif représentatif industriel, au détriment de tout autre schéma. Certains le considèrent comme une norme de l'économie, celle de l'industrie culturelle, appliquée à la création et qui s'impose à elle en la contraignant. Sans entrer dans un débat socio-économique, ce mode dominant servirait l'ordre et la normalisation. 59 Enfin, par tous leurs effets conjugués, cet abus et ce déni maintiennent arbitrairement la primature de la vision dans la perception des œuvres cinématographiques. Le primat de la vision est ancien, et il serait vain de penser le corriger d'une simple contestation, quelle que soit la valeur des arguments avancés. Cette alliance entre la pensée et la vue s'inscrit dans une longue tradition philosophique qui, depuis Platon et son récit de la caverne, lie intimement le voir au savoir et à l'intelligence, cette exigence optique qui, dans la tradition occidentale, soumet depuis des millénaires notre approche des choses et nous invite à penser sous la garantie de la lumière ou sous la menace de l'absence de lumière. Je vous laisse recenser tous les mots par lesquels il est suggéré que pour dire vrai, il faut penser selon la mesure de l'œil. 60 Pour autant, cette prévalence de la vision, que Paul Virilio nomme le luminocentrisme, ne saurait s'expliquer simplement par la seule habitude et encore moins par une réalité sensorielle. Elle a été construite dès les origines. Les peintures rupestres, les fresques des tombeaux d'Égypte en sont les premières traces encore sensibles, par sa séparation des autres moyens perceptifs au service d'une idéalisation à fonction orientée. À cause de ses performances en termes de débit d'information et de précision, la vision a un statut particulier dans notre culture. Nombre de constructions symboliques la fétichisent, depuis la description du paradis ou de l'âme des défunts dans certaines religions jusqu'au spectacle particulier de la psychanalyse, nudité, miroir, conception. Or il n'y a aucune raison naturelle d'exclure les 4 autres sens. Élire la vision comme ciment exclusif de construction symbolique à visée universelle ressort de l'arbitraire culturel. 61.
La surdité de nos témoins cinématographiques, si elle se place dans le champ de l'habitude culturelle, sert donc une fonction qui leur échappe, qui opère à leur insu. Dans cette impensée qu'est l'habitude, masque de la paresse ou de l'incapacité, le témoin entretient une disparité des sens, l'exclusion de 4 au profit d'un seul, la vue qui conforte une symbolique dont se nourrit le religieux. Si elle est délibérée, négligeant intentionnellement l'ouïe, elle ressort de l'arbitraire qui discrédite le témoin et son témoignage. La non-prise en compte de la matière sonore expressive dans la perception d'une œuvre cinématographique, alors que celle-ci a été conçue dans l'élaboration de celle-là, est une carence de la pensée, un a priori qui guette en permanence les œuvres d'art. Cette indifférence aux œuvres de l'art peut devenir la matrice de l'inconséquence à l'égard des œuvres du monde, elle est toujours une faute éthique. Jean-Luc Godard s'est enjoué lorsque dans sa lettre à Freddy Buach à propos d'un court-métrage sur la ville de Lausanne, 1982, il interpelle Freddy Buach d'un « tu vois ». Répété alors que c'est par la voix, la sienne et elle seule, que sont énoncés ensuite dans le commentaire explications et arguments. La figure de rhétorique de cette apostrophe, l'antépiphore, inaugure chacun des mouvements du récit le rythmant comme le feraient les paragraphes d'une lettre. 62 L'apostrophe sonore, jouant de l'homophonie des deux mots, voix et voix, ajoute un élément d'entente et de compréhension à sa simple énonciation, elle peut être comprise selon 2 sens perceptifs, la vision et l'audition. Mais c'est la voix par ses commentaires et explications qui donne à voir. Invoquant la vision à laquelle la voix se substitue aussitôt, l'apostrophe illustre assez bien le postulat du cinéaste, affranchir les facultés et parmi elles la pensée du primat de la vision. Leur accorder l'égalité ne serait-elle pas une des tentatives du cinéaste dans sa recherche ? Il dissocie les matières expressives, rompt le récit pour créer le choc propice à l'exercice des facultés où lors de la perception, la vision n'est plus seule sollicitée. 1. 3. La perception CINEMATOGRAPHIQUE. La machine perceptive. La machine perceptive formée par l'évolution et l'adaptation au milieu n'a pas changé depuis les débuts du Pléistocène et les anciens programmes continuent de fonctionner. L'humain perçoit toujours le monde par les 5 mêmes sens, 2 proximaux, le toucher et le goût, 3 distaux, l'odorat, l'ouïe et la vue. Parmi ceux-là qui permettent de saisir le monde comme extérieur à soi, les 2 derniers fondent le dispositif audiovisuel. Plusieurs théories sont proposées pour la compréhension du fonctionnement perceptif. 63. Le modèle computationnel différencie la perception en 2 aspects. Le circuit court met en jeu des processus ascendants, où les informations perceptives circulent d'un niveau au suivant. Ces processus automatiques inconscients, constitués en modules autonomes, permettent les identifications de formes. Cette perception est gouvernée par les données audiovisuelles. Dans le circuit long, les processus descendants mettent en relation les données fournies par les processus ascendants pour déboucher sur des raisonnements, des prises de décision, des projets d'action sur la base de représentations conscientes. Un autre modèle, le connexionnisme, fait émerger la reconnaissance d'un objet ou la décision d'action par l'activation d'une population de neurones dispersés et interconnectés pour la réalisation de l'opération. Un troisième modèle, mixte, associe les 2 schémas, mis en série et en parallèle des neurones. La particularité importante de la biologie humaine est l'interdépendance de la cognition et de l'expérience vécue, et cette idée de SM. Eisenstein selon laquelle A plus B est davantage que la somme de A et B, le tout est supérieur à la somme des parties, trouve tout son sens. La mémoire a son rôle dans les processus cognitifs et les descriptions lui distinguent 3 niveaux hiérarchiques. Le stockage préattentif, la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Au stade préattentif ou préconscient, la mémoire iconique et la mémoire échoïque ont une durée de vie identique de 250 millièmes de seconde. Dans ces mémoires interviennent des schémas d'attente qui préparent ou orientent. Dans la mémoire échoïque existent des amorçages modalitaires,
entendre prépare à entendre, ou sémantique, un mot prépare à la compréhension d'un autre au sens proche. En mémoire de travail intervient l'attention, dont la durée de vie est d'environ 30 secondes. Elle puise dans le pré-attentif ce qui mérite d'être présenté au stade supérieur du long terme. L'attention, intercalée entre le stimulus et la réponse, détermine la perception et l'organisation de la réponse. Dans la mémoire de long terme se fait le traitement de fond, un seul problème à la fois, mais la capacité de stockage permet de différer le traitement d'une information. La mémoire de long terme peut être scindée en mémoire spécialisée selon différentes catégorisations, en mémoire sémantique nécessaire à la production et la compréhension linguistique, et épisodique, représentation provenant de l'expérience du sujet, ou déclarative, savoir ce que c'est et pouvoir le dire, et procédurale, savoir le faire sans pouvoir le dire. Parvenu à cet état des connaissances, une majorité des études et des théories cognitivistes s'accordent pour concevoir l'œuvre cinématographique comme un récit interactif ou, selon une terminologie différente, l'objet d'une spécification mutuelle. Monde de l'œuvre et sujet percevant se déterminent l'un l'autre. La perception sonore. Une manière de qualifier le sonore consiste à définir ce qui le différencie du visuel. Loin de maintenir la soumission du premier au second, cette approche présente l'avantage de mettre en évidence les qualités respectives de chacune des deux matières expressives. Les différences sont physiologiques. Les vitesses du son et de la lumière sont inégales, l'angle de perception sonore est de 360 degrés, l'audition ne peut être interrompue par la fermeture des oreilles et nous ne clignons pas des oreilles comme nous le faisons des yeux. Elles sont techniques. L'arrêt sur son est impossible et le son est représenté par du son. Elles sont socioculturelles. Les auditeurs ont des difficultés ou sont dans l'incapacité d'identifier les sources sonores et l'expertise moyenne est sensiblement moins répandue pour le sonore que pour le visuel. Si chacun possède un appareil photo ou peut utiliser un caméscope, peu de personnes procèdent à l'enregistrement de sons et à leur traitement. Mais comment opère la matière sonore ? L'écoute et l'extraction d'un son font appel au processus ascendant pour former une image sonore, représentant des entités sonores acoustiquement cohérentes. 4 modules spécialisés analysent en parallèle les caractéristiques du son: sonie, intensité, hauteur, timbre et localisation. La perception d'un flux sonore, une mélodie par exemple, est propice à des regroupements perceptifs. L'audition musicale produirait une série d'images mentales pour la plupart incommunicables, de sentiments, de mémoire et d'anticipation. 64. Cette perception des flux musicaux est un composé d'acculturation et d'inéité dont la part respective reste impossible à délimiter. La perception du langage, pour le sémiologue Christian Mess, 65, permet l'accomplissement de l'une de ses fonctions, qui est d'aider la vue à découper des unités. Mais selon le cogniticien Claude Bonnet, il n'est pas plus facile de percevoir une forme dénommable qu'une autre, 66 ainsi. Les sons qui ne sont pas notes musicales ou ne sont pas pris en charge par un système symbolique ne sont pas plus aisés à percevoir. En revanche, la dénomination, en apportant une stabilité à la représentation, aide à son stockage. C'est pourquoi l'enfant met très tôt en place des processus qui facilitent la mémorisation, comme la vocalisation interne et la verbalisation implicite. 67 sentiments et émotions peuvent être les effets de la perception sonore. Les sentiments, images mentales, sont la représentation des émotions. 68. Ils ne sont pas nécessairement amenés à la conscience mais ils colorent les événements enregistrés dans la mémoire épisodique. L'appareillage de l'audition, hautement perfectionné, est doté de mécanismes d'adaptation au contexte perceptif qui corrigent ou évaluent les durées, les intensités ou la localisation. Si la durée la plus infime est utile, 3 ou 4 millisecondes suffisent pour percevoir les plosives du langage, elle devient d'autant plus insuffisante que le contenu du son est plus complexe. La perception de l'intensité, la sonie, dépend de la composition spectrale du son. Dans les processus de localisation coexistent des mécanismes débranchables, où les mouvements des globes oculaires sont automatiquement asservis à l'ancrage visuel des sources sonores, et des mécanismes mentaux dans lesquels la localisation spatiale, pas entièrement automatique, dépend pour partie de l'intentionnalité de l'audio-spectateur. La mémoire échoïque, quant à elle, gérée par les processus ascendants non conscients, conserve les dernières secondes du passé sonore immédiat.
Souvent la demande de répétition d'une fin de phrase est inutile, mais le script prononcé à haute voix, comment, a été exécuté plus vite que le script, consultez la mémoire échoïque. Il apparaît bien que la perception sonore est continue, totale dans l'espace et permanente, involontaire et incontrôlable. Principalement organisée en des mécanismes ascendants, automatiques et hors de la conscience, elle échappe à cette dernière mais s'impose à elle. La cognition qui résulte de la mise en jeu de ces mécanismes perceptifs est elle aussi automatique et continue. Le traitement des éléments de la perception par le jeu des expériences ou scripts stockés en mémoire permet la cognition. Celle-ci sera d'autant plus riche d'informations et de sentiments que le sujet percevant aura stocké de connaissances et d'expériences. La perception spectatorielle. Des philosophes établissent que l'expérience est liée à la faculté de spontanéité 69 qui la rend possible, qui a le pouvoir de former rationnellement 70 un jugement d'expérience. Ce lien établi par Kant dès la fin du XVIIIe siècle, en deçà des connaissances cognitives, s'il reste actuel, est discuté dans ses modalités par les philosophes contemporains. Les pragmatiques notamment discutent de sa structure hiérarchique. Pour Gareth Evans, le système informationnel est plus primitif, il précède les opérations de la spontanéité. Le processus de la conceptualisation ou du jugement prend le sujet dans un certain type d'état informationnel, avec un contenu d'un certain genre, c'est-à-dire un contenu non conceptuel, pour l'amener dans un autre type d'état cognitif, avec un contenu d'un autre genre, c'est-à-dire un contenu conceptuel. 71. Il identifie donc les expériences perceptives à des états du système informationnel, sans contenu conceptuel. John McDowell propose à l'opposé que le contenu d'une expérience perceptive est d'emblée conceptuel. Avec un jugement d'expérience, on n'introduit pas un nouveau type de contenu, on se contente d'assumer le contenu conceptuel ou une partie de ce contenu, qui se trouve de toute façon déjà dans l'expérience fondatrice de ce jugement. Richard Schusterman introduit la dimension corporelle dans l'évaluation de l'expérience esthétique. Il propose le terme de somesthétique qui remet à l'honneur le corps dans la perception. 72. Ces débats trouvent leurs limites dans la logique qui s'impose à toute construction de l'esprit autant que dans le développement des neurosciences qui apportent des connaissances de plus en plus fines sur l'organisation des processus cognitifs. La perception audiovisuelle additionne les perceptions sonores et visuelles. Elle mobilise 2 des 5 sens organisés pour stocker les objets du monde en mémoire de long terme selon leurs propriétés sensorielles, et pas seulement selon leur aspect visuel. 73. Postulant que les bruits sont stockés avec les images visuelles de leur source, la psychologie de l'apprentissage le démontre expérimentalement par l'étude du comportement des nouveau-nés. La supériorité de la vue dans la tâche d'identification des sources sonores, la préférence attentive pour les situations audiovisuelles à l'apostrophe, intérieure desquelles le lien de causalité est directement observable. 74. Les paires audiovisuelles seraient mieux mémorisées lorsqu'elles sont interactives, c'est-à-dire que leurs termes sont en relation causale ou spatiale. 75. Ce lien de confirmation intersensorielle est privilégié par le cinéma narratif classique, note Laurent Julier qui ajoute « Le visuocentrisme est parfois inscrit si fort dans notre ordinateur neuronal, que nous fermons spontanément les yeux pour mieux goûter une musique ou une caresse. » 76. Ce comportement pourrait signifier que la perception de la musique ou celle de la caresse se satisfont d'un seul sens, l'ouïe pour l'une, le toucher pour l'autre. La paire sensorielle, vue ouïe ou vue toucher n'est pas nécessaire, elle est même superflue, pouvant être une gêne à la jouissance unisensorielle. Cet exemple vient confirmer que lors de la perception d'une œuvre cinématographique, l'audition musicale ne nécessite pas d'ancrage, l'emploi de musique de fausse l'a depuis longtemps démontré. Pour revenir à l'apprentissage, notons que les audiospectateurs des œuvres cinématographiques ne sont pas des nouveau-nés. Ils ont stocké en mémoire de long terme ou épisodique un certain nombre d'expériences qui leur permettent de dépasser le stade de la paire audiovisuelle et la nécessité de l'ancrage direct. Les sons acousmatiques, hors champ, non ancrés, dénommables ou non, bruit, musique, cris sont nombreux dans les œuvres de Jean-Luc Godard. Ils ne présentent pas de difficultés à l'écoute, ni pour leur perception auditive ni pour leur cognition. Il s'agit de la confirmation d'une évolution de l'expérience audio-spectatorielle des publics dont l'expertise cinématographique, et audiovisuelle en général, se constitue tout au long de la vie,
Dès le plus jeune âge, les expériences perceptives sont incessantes, généralisées à tous les espaces, publics et privés. Les sons du monde sont les sons de la représentation et inversement, les sons de la représentation audiovisuelle deviennent les sons du monde. Pour nommer ce qui serait un unique événement audiovisuel, sans trait d'union, désignant une appréhension globale, Gibson utilise le terme d'invariants amodaux, tandis qu'Anderson parle de propriétés suprasensorielles. 77 Considérer la perception d'une œuvre cinématographique comme une totalité présente le défaut d'ignorer tout le signifié que porte chaque matière expressive. Est-ce pour un signifié total lui aussi, qui ne serait celui d'aucune des matières expressives mais un composé des deux, un autre, différent et plus que la somme de ses composantes? Les composantes de ce signifié total seraient assemblées dans quel mécanisme perceptif? Laurent Julier, sans envisager de répondre à aucune des questions, conclut ce paragraphe ainsi. Ces deux façons de considérer les données de l'écran SIC comme un flux événementiel ou comme une construction de signes hétérogènes, correspondent à des courants assez bien circonscrits de l'histoire du cinéma, le premier relevant de la conception soustractive chère aux pionniers du sonore friand de véridicité du spectacle, la seconde de la conception additive chère aux modernes friands de métafictionnalité distanciatrice. 78. La référence au seul support visuel, l'écran, est une remarque qui trouverait sa place dans notre chapitre de la matière sonore ignorée, supra. 79. Cette imprécision, commise par un auteur soucieux du son, confirme la difficulté à prendre en compte la dimension sonore du cinéma dans toutes ses implications. La catégorisation des courants de création nous permet de confirmer la position de Jean-Luc Godard dans la seconde conception. La perception cinématographique est le lieu d'une autre co-occurrence, celle des signes sonores et iconiques. Après le champ de la perception sensible, où se confrontent les sens physiologiques, vision contre ouïe, c'est le conflit entre l'image et le texte qui intervient, à un niveau différent de perception, celui des mécanismes mentaux et des relations signifiantes. Ce conflit est ancien, qui oppose la peinture, dont l'icône est le terme générique, à la poésie comme art de l'écrit et du sonore. Les antithèses complémentaires sont nombreuses pour différencier ces deux modes d'expression artistique. Texte et image, signe et symbole, symbole et icône, métonymie et métaphore, signifiant et signifié. Dans le Cratyle 80, dont le dialogue entre Socrate et Hermogène ne cesse de retourner chaque thèse à peine énoncée, Platon fonde néanmoins la distinction entre signes naturels et signes artificiels. Les premiers conviendraient aux images, tandis que les seconds qualifieraient les mots établis par la loi, mais la dialectique de Platon laisse comprendre que l'accès à toute connaissance repose sur un dialogue entre nature et convention. Léonard de Vinci entretient dans le Paragone le débat entre poésie et peinture. Pour lui, l'œil est plus sûr que les autres sens. 81. Le dialogue nécessaire entrevu par Platon, Arthur Rimbaud l'explore lorsqu'il attribue des couleurs aux voyelles, Étienne Souriau tente de le théoriser lorsqu'il essaie d'établir des règles de correspondance entre les arts. 82. Frédéric Chopin, séduit par les couleurs de Delacroix, s'y risque lui aussi en expliquant sa volonté de produire des notes de couleurs. Stanley Clavel attribue à chacune des matières expressives une faculté perceptive particulière excluant tout recours à l'imagination. Un monde sonore est un monde de conviction immédiate. Un monde visuel est un monde d'intelligibilité immédiate. 83. William J. Thomas Mitchell analyse dans Iconologie 84 les différences entre texte et image. Il fait une recension de quelques théoriciens et de la différenciation qu'il propose. Gotthold Ephraim Lessing oppose l'espace au temps, la spatialité de la peinture à la temporalité de la poésie. Ernst Gombrich recourt à la nature et la convention, la naturalité des images et la convention de la poésie. Nelson Goodman étudie les différences sous le rapport image et paragraphe. W. J. T. Mitchell poursuit ses investigations en s'interrogeant sur le moyen d'échapper à la nécessité métaphysique et physiologique, de façon à imposer des valeurs culturelles et sociales spécifiques. 85. Une de ses propositions consisterait à étudier la pratique artistique dans sa relation aux lignes de front entre texte et image. 86. Après cette proposition qui semble confirmer la pertinence de notre étude, il poursuit. Comment cette lutte est-elle rendue manifeste par les caractéristiques formelles de texte et d'image destinées à confirmer ou à violer les frontières entre l'espace et le temps, la nature et la convention, l'œil et l'oreille, l'iconique et le symbolique?
Jusqu'à quel point la bataille entre le texte et l'image est-elle un thème articulé en toute conscience dans la littérature, les arts visuels et les différents arts composites, cinéma, théâtre, dessins animés, livres illustrés qui combinent les modes symboliques? Ne sommes-nous pas dans la recherche de ce que Roland Barthes avait perçu, et que reprennent dans leur avant-propos intitulé Indiscipline de l'image les deux traducteurs de iconologie? L'interdisciplinarité ne peut consister à juxtaposer des disciplines différentes. Elle compose une trame enfouie, toujours déjà à l'œuvre, qui doit être mise au jour afin de détruire dialectiquement chaque discipline établie au profit d'une discipline inouïe. 87, 88. Il y a au moins 3 façons de comprendre un film, écrit de manière ambiguë Laurent Julier. Il est en effet difficile de déterminer, de lui ou de Grodal qu'il cite auparavant, auquel revient la paternité de la formulation. 89. Esquivant la difficulté sémantique de la compréhension d'un film, il énonce ces 3 manières. Selon l'intentio autoris, toujours difficile à saisir, selon les usages de la communauté du sujet percevant qui peut être orienté par une tendance collective, un désir d'appartenance à un groupe, une pensée, un effet de mode, selon son propre goût, sans souci d'aucun des autres critères. C'est plutôt la 3e façon que Jean-Luc Godard sollicite chez ses audiospectateurs. Prendre le film avant de le prendre pour le comprendre. Ce que Thierry Millet dit autrement à propos des œuvres du cinéaste de la période 1980 à 2000, ce qui se produit, c'est également une diversité, une multiplicité des processus de compréhension et d'appréhension depuis la multiplicité des sensations sollicitées jusqu'à la musicalité de l'œuvre. 90. Par l'emploi de ces figures sonores, Jean-Luc Godard suscite tous les processus de la perception sonore, les mécanismes automatiques, les mémoires, exploite tous les schémas cognitifs, cadres d'attente, scripts, expériences stockées, dont le spectateur dispose pour appréhender et recevoir l'œuvre qu'il découvre et expérimente. Nous avançons une autre manière d'appréhender cette relation entre l'œuvre et son audio-spectateur. La relation n'est pas binaire, opposant des contraires dans un dualisme étriqué, manifesté dans l'œuvre par les formes du chant contre chant, des personnages attributaires de positions contraires, et dans les processus perceptifs ou cognitifs par les conflits du signifiant signifié, du perçu et du su, des mécanismes ascendants et descendants. À la relation dyadique, nous substituons une conjonction triadique, réunissant dans un unique processus de perception globale, à la fois l'œuvre, l'audio-spectateur et l'institution culturelle. La perception d'une œuvre cinématographique est un système triadique, à l'instar de celui de l'argumentation que les philosophes ont étudié bien avant que le dispositif cinématographique n'existe. Le système tripolaire de l'argumentation présente une réelle analogie avec le cinéma en cela qu'il dispose d'un processus de présentation, d'acquisition et d'intellection. Il a été analysé par Hegel et Peirce, qui en donnent des solutions opposées. Pour le premier, il y aurait une construction progressive qui conduirait de la simple conception à l'énoncé propositionnel, et de là au raisonnement. 91. Ce qui suggérerait une différence de complexité entre l'argument, la proposition et le terme. Pour le second, il apparaît ainsi que la différence entre le terme, la proposition et l'argument n'est en aucune façon une différence de complexité, et qu'elle ne tient pas tant à la structure qu'aux fonctions que les uns et les autres sont chacun de son côté appelés à remplir. 92. Vincent Descombes commente et précise cette position. Peirce veut dire par là que le terme est déjà propositionnel et la proposition déjà inférentielle. Le degré de complexité est donc le même. Loin de chercher à engendrer le complexe à partir de ce qu'on croit être le simple, il faut partir du complexe, car on ne trouvera de toute façon que du complexe. 93. Les 3 éléments de la perception cinématographique sont à rapprocher des 3 niveaux de l'argumentation. Ainsi, l'œuvre, sa perception immédiate et sa relation avec l'institution culturelle sont les 3 éléments de notre argumentation. Le terme correspond à l'œuvre, la proposition en est la perception et le raisonnement est induit par l'institution culturelle. Chaque élément est déjà complexe, et le système l'est selon le niveau de complexité par lequel l'audio-spectateur relie les 3 éléments entre eux pour construire son argumentation de l'œuvre, qui en est la perception globale. La perception immédiate de l'œuvre est l'expérience qu'en fait l'audio-spectateur dans le temps de son audiovision. Cette perception est individuelle, contextuelle et fortement interactive.
Elle mobilise les processus décrits de la perception sensorielle et de la cognition que les différentes mémoires de l'individu favorisent, dans un permanent aller-retour entre spectatoriel, l'individu, et textuel, l'œuvre, chacun tour à tour objet et sujet, auquel se mêle l'émotion. Ces mouvements complexes entre percept et affect, étroitement imbriqués, se constituent dans le contexte de la présentation. Ce dernier revêt une importance de premier ordre, assimilable à un préfiltre qui prend en compte l'état physiologique du sujet percevant, l'environnement, les autres audiospectateurs. L'audiospectateur n'est pas seul ni inexpérimenté, et le système perceptif est complexe et global. L'institution culturelle est l'ensemble des données produites que le monde met à disposition de l'audiospectateur avant et après la perception immédiate. Ces données concernent tout autant l'œuvre, le domaine cinématographique que toutes les connaissances culturelles, scientifiques ou politiques disponibles. Ainsi, lorsque le même document cinématographique est qualifié sans aucune explication d'assommant 94 et donne lieu ailleurs à une analyse détaillée et argumentée, 95, l'audiospectateur informé détient une connaissance de l'œuvre préalable à l'expérience qu'il va en faire. Les données préalables à la perception immédiate participent à celle-ci et influent sur elle. L'œuvre n'est pas isolée, elle apparaît dans un monde où d'autres l'ont précédée que son auteur peut connaître. L'institution culturelle, concernant les œuvres cinématographiques, inclut les publicités, les informations de presse, les avis critiques des journalistes spécialisés, les avis particuliers, les études esthétiques et artistiques, les publications universitaires, qui tous contribuent à la formation du goût et du jugement de l'audiospectateur. Lorsqu'un directeur de cinéma écrit, il s'agira de mettre l'accent plus encore qu'aujourd'hui sur l'éducation au cinéma comme art, en lien avec les écoles, les services de la ville, les associations, ou encore avec le nouveau Centre national dramatique. 96. Il inscrit son action dans l'institution culturelle au même titre que Gilles Deleuze s'efforçant d'élaborer une théorie philosophique du cinéma. Il convient d'inclure dans l'institution culturelle les usages sociaux de présentation de l'œuvre, qui ne se limitent pas à la seule salle de cinéma mais s'étendent à l'espace privé. Il est à noter que la grande part des informations transmises par l'institution culturelle empruntent la voie de l'écrit, dont l'assimilation au sonore a déjà été signalée. L'emploi d'éléments audiovisuels tels que les extraits ou la bande-annonce des œuvres, suffisamment longs pour amorcer des mécanismes perceptivo-cognitifs de reconnaissance, cognitivisme textuel, ne laisse pas le temps nécessaire à un processus de réponse ou d'appropriation, cognitivisme spectatoriel, de s'instaurer. Leur brièveté ne permet pas la véritable construction d'une interaction. La perception d'une œuvre cinématographique embrasse donc largement l'ensemble de ces trois dimensions. L'œuvre, son audiospectateur et l'institution culturelle qui font système dans une co-construction globale. Cette position rejoint celle de Peirce, qui refuse de construire le tout avec des éléments bruts, et veut que les parties n'aient d'autre statut que d'être les parties du tout. 97. C'est l'interrelation entre les trois éléments assignés à un ordre logique qui institue l'essence du récit. L'absence d'un seul réduit les deux autres à une existence muette et inutile. Sans œuvre, sans audiospectateur ou sans institution culturelle, il ne peut exister de relation logique, donc de sens. Pour ce qui nous concerne, à la perception sonore des œuvres de Jean-Luc Godard par les audiospectateurs s'ajoute la dimension sonore que leur confère également l'institution culturelle. Les écrits qu'ont suscité ces œuvres, particulièrement nombreux, qu'il s'agisse de ceux du cinéaste lui-même, des publications de presse, des bibliographies, des études ou analyses universitaires sont l'expression de l'institution culturelle sur son œuvre, et cette expression est scripturale, voisine du sonore. La matière sonore contribue donc triplement à la perception des œuvres cinématographiques de Jean-Luc Godard, où se fait l'institution de sens. 1. 4. L'apprentissage de Jean-Luc Godard. Les prémices cinématographiques. Le premier apprentissage de Jean-Luc Godard s'est fait dans les ciné-clubs, lieux d'éducation au cinéma, dont la création et le développement dans la France d'après-guerre doivent beaucoup à André Bazin. Avec quelques autres qui formeront plus tard l'équipe des Cahiers, Jean-Luc Godard s'y exerce à la discussion des œuvres cinématographiques et à la contradiction. Suivent plusieurs années d'écriture critique dans différents bulletins ou journaux, de 1952 à 1957,
qui ont formé le jugement du futur réalisateur Jean-Luc Godard. Durant cette période, il a vu et entendu de nombreuses œuvres de réalisateurs d'Europe, d'Asie et bien sûr d'Amérique qui ont assuré son apprentissage de cinéaste. Il connaît les films de Jean Renoir, Max Ophuls, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Roberto Rossellini, Otto Preminger, Nicolas Ray. Il élargit ses connaissances cinéphiliques à la Cinémathèque, à l'origine de laquelle il assista de près. Cette période d'écriture critique est le commencement du travail de cinéaste, selon Marc Serrisuelo qui affirme « Les critiques constituaient le vrai début de l'œuvre de Godard ». 98 Sans attendre longtemps, il a commencé à réaliser, en alternance avec ses activités d'écriture et ses voyages, 2 premiers courts-métrages tournés à Lausanne, Opération Béton, 1955, et à Paris Une femme coquette, 1956. C'est ensuite que Jean-Luc Godard a réalisé à Paris, coup sur coup ou simultanément, 3 courts-métrages en 2 années. Ceux-ci portent l'essentiel des préoccupations du cinéaste alors en devenir. S'y trouvent, à l'examen rétrospectif de son œuvre, les thèmes qu'il reprendra avec insistance, indépendamment du contexte dans lequel il réalisera chacune de ses créations. La relation problématique des hommes et des femmes, l'inscription dans son temps, l'actualité de son époque, qu'il saura souvent traduire ou anticiper pour mieux l'exposer, l'utilisation de talents nouveaux, vierges de toute notoriété, ou d'acteurs confirmés, utilisés de manière nouvelle, les traitements des matières expressives Q'. Il explorera et emploiera sous toutes les formes possibles. Écoutons particulièrement la matière sonore de ses premières réalisations cinématographiques. Jean-Luc Godard prépare dès 1957 le premier de ses courts-métrages Charlotte et Véronique, où tous les garçons s'appellent Patrick avec Anne Colette, Nicole Berger et Jean-Claude Brialy. Il réalise ensuite en 1958 Charlotte et son Jules avec Anne Colette, Jean-Paul Belmondo et Gérard Blin, puis sans doute dans la même période, Une histoire d'eau avec François Truffaut. Pour ce dernier, Jean-Luc Godard reprend les séquences d'une comédie inachevée de François Truffaut, enregistrée lors des inondations qui cette année-là submergeaient la région parisienne. Jean-Luc Godard utilise ce matériau, documentaire et muet où apparaît Jean-Claude Brialy, en le détournant d'une intention première supposée. Il le découpe, le reconstruit, le monte, invente une histoire, le sonorise pour en faire un court-métrage co-signé avec François Truffaut mais dont il serait équitable de lui attribuer seul la réalisation tant il s'agit d'une recréation totale. Cette aisance à s'approprier les objets d'autres créateurs et y imprimer sa marque, les utiliser en les faisant siens, les transformer à son usage est une autre des caractéristiques de Jean-Luc Godard que nous aurons l'occasion de vérifier à propos de ses adaptations d'œuvres littéraires au cinéma. Des prémices sonores. Le scénario du premier court-métrage, Tous les garçons s'appellent Patrick, est écrit par Éric Romer. Il s'agit d'une comédie à la structure narrative classique. Exposition des personnages et des situations, enchaînement causal et chute. Dès ce film, exercice de vaudeville avec quiproquo, légèreté et rythme qu'impose le genre, apparaissent des préoccupations plus profondes. Il s'agit d'une observation de la société étudiante et la solitude des personnages qui s'y croisent, au prétexte du jeu de la séduction. L'inscription des personnages dans l'actualité de leur génération est assurée par les citations sonores. Coca-Cola, radio, tourne-disque. Pour interpréter le personnage principal, Patrick, Jean-Luc Godard recrute un jeune acteur débutant, Jean-Claude Brialy. Son personnage profère des certitudes sur le genre féminin. Les filles ne savent rien de rien, les filles sont toujours invitées. Et certaines 2 fois, vous êtes pressées ? Toutes les filles disent ça, les filles ont toujours des combines, les filles ont toujours des cousins, les filles prennent toujours du Coca-Cola ou du lait grenadine, je trouve que ça fait snob ou démodé. Ces énonciations péremptoires deviendront les axiomes godardiens. Ces vérités affirmées sont répétées, renversées ou reprises et réutilisées par l'un des autres personnages qui se les approprient. Patrick annonce dîner chez son oncle alors que Charlotte, Anne Colette, puis Véronique, Nicole Berger, lui ont dit chacune « Je vais dîner chez un cousin ». Véronique répète les mots de Patrick, le coca c'est démodé, Charlotte aussi, je déteste les snobs. Charlotte reprend à son compte le conseil de Patrick, il faut être cruel avec les hommes, ça leur dresse le poil. Marc Serrisuelo qualifie de rime cette répétition des formules. Cette autre forme du retour des mots, non plus sur eux-mêmes comme pour la réversion mais dans la bouche d'un autre,
achève de prouver la continuation de la critique par d'autres moyens. 99. Cette forme, où l'origine des mots disparaît en passant de l'un à l'autre, est aussi une perte de leur origine qui les rend impersonnels. Ces glissements d'un personnage à l'autre, ces appropriations mimétiques traduisent aussi l'absence d'idées ou d'opinions propres. Ils trahissent la facilité du slogan, ébauché dans ce transfert, à se substituer à la pensée. La publicité autant que le sens des mots apparaissent ici comme l'esquisse de ce qu'ils seront plus tard, objet de travail pour Jean-Luc Godard. Il y a le mensonge de Patrick qu'il répète et amplifie. Ça fait au moins 1 mois, dans la seconde énonciation, 1 an que je n'ai pas accosté une fille. Ce mensonge est à la limite du jeu qui prend différentes formes. C'est celui des lunettes noires, que Patrick propose à Charlotte de porter et qu'il veut faire ôter à Véronique. C'est celui des langues lorsque les bribes d'un dialogue en anglais, hors champ, soulignent opportunément les propos de Charlotte sur son loueur américain. C'est aussi le jeu des langues auquel se livre Patrick, passant en revue celle d'Europe du Nord pour achever son énumération par le japonais, ou encore la chanson en anglais que les 2 filles entonnent en duo. C'est la devinette que Patrick répète à chacune des filles. Qui a eu le premier l'idée de planter des arbres à Paris ? Ou le jeu du oui et non qu'il propose à Véronique. C'est enfin la petite scénographie du baiser volé qu'il propose successivement à l'une et l'autre et qui conclut chacune des rencontres. L'histoire drôle, la citation ou l'autocitation, le jeu des langues sont autant d'essais de formes sonores qui feront carrière. Une autre invention sonore particulière naît dans ce film, le dialogue dans la chambre entre Charlotte et Véronique. D'une durée de 5 minutes 20 secondes, sur une durée totale de 20 minutes, il prend par cette longueur une importance première dans le film. Entre chambre et salle de bain, lavabo et lit, dans un décor parsemé d'affiches et de reproductions d'œuvres picturales, il préfigure ce que seront la scène dans la chambre d'hôtel de À bout de souffle ou de l'appartement en travaux de Pierrot le Fou. Les 2 filles se livrent à des confidences sur leur rencontre avec leur Patrick, comparent leur conduite, leurs choix, se critiquent et se chamaillent, s'autocensurent puis se projettent dans le futur de leur relation amoureuse. Les signes cinématographiques, ceux que Jean-Luc Godard multipliera l'année suivante dans À bout de souffle et dans de nombreuses réalisations par la suite, sont déjà présents. Le voisin à la terrasse du café qui lit le journal Arsan, au titre de Une évocateur, vous êtes tous témoins de ce procès. Le cinéma français crève sous les fausses légendes. L'affiche du film La fureur de vivre et son comédien principal, James Dean, les noms des apostrophes. Acteurs américains Anthony Perkins, Gary Grant. De 2 cinéastes japonais, Mizoguchi et Kurosawa, celui de Val Croze. La chanson Que sera sera de l'homme qui en savait trop, 101, reprise par les 2 amis, un exemplaire des cahiers du cinéma sur la table au café. Ce sont des signes sonores ou tels la lecture d'intertitres ou de cartons, des signes visuels qui par leur statut de texte lu dans le champ diégétique, ressortent de l'oralité. Les sons du film sont choisis parmi les bruits du monde. La radio diégétique diffuse une chanson dont l'interprète devient l'interlocuteur, hors champ, de Charlotte, tandis que la sonnerie de l'horloge du Palais du Luxembourg confirme sa ponctualité. Si le trafic automobile est toujours silencieux, hormis le crissement appuyé de la voiture qui évite fort à propos Véronique, les autres bruits... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.